mesdames, bonjour tout le monde. Rebonjour, actually, parce qu'on s'est vu en début de journée aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Jamila Touré, pour celles qui ne m'ont pas rencontrée virtuellement ce matin. Je suis la fondatrice et directrice générale de Seaspora et la conférence à laquelle vous assistez en ce moment est la suivante: évoluer dans le monde des arts au Canada. Let's peel the tea. Today, we're going to talk about tout ce qui a trait au monde des arts avec deux invités de marque. Nous avons DJ Caraba et Johanna Chevalier que je vais vous présenter dans les prochaines secondes et on va directement jump in et commencer à discuter, mesdames. Donc, comme je le mentionnais, on a avec nous DJ Caraba, donc qui est artiste DJ. Caraba est née en France, a grandi à Montréal et a déménagé vers les États-Unis en 2014 pour poursuivre sa carrière de danseuse professionnelle. Pendant qu'elle était à Los Angeles, Caraba a dansé pour plusieurs célébrités internationales telles que Drake, Camila Cabello et Selena Gomez, ainsi que dans de nombreux vidéoclips et galas télévisés. En 2019, elle découvre sa nouvelle passion, le DJing et la production musicale. Depuis, Caraba enchaîne les grosses scènes au Canada et à l'international. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui, ma chère. Merci, c'était une super belle introduction. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous. Thank you. La deuxième personne que nous recevons aujourd'hui, Johanna Chevalier, a.k.a. Anache, cofondatrice de Never Was Average. Née à Montréal, Johanna Chevalier, autrement connue sous le nom de Anache, est la cofondatrice de Never Was Average, une organisation qui se consacre à la création d'un espace inclusif pour les PANDC, pour les PANDS, donc plus connu sous le nom de BIPOC, admettons, dans les domaines créatifs et au-delà, par le biais de discussions, d'expositions d'art et d'autres événements. Johanna, qui se décrit elle-même comme une défenseuse de l'estime de soi et de la joie de vivre, combine des compétences pratiques en mindfulness et une approche multidisciplinaire pour initier des conversations de fond et des projets significatifs qui créent un impact social positif. Sa mission: encourager les uns et les autres à transcender les étiquettes au travers de l'exploration de soi et des liens avec des communautés plus larges. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui, Anna. Merci, je suis vraiment contente d'être là avec vous deux, en fait. J'ai très hâte de discuter. Yes, right. Donc, on va commencer tout de suite avec toi, Caraba. Concrètement, on voit que l'art a une énorme place dans ta vie, une place centrale, et ce via deux médiums principaux, la danse au début de ta carrière et maintenant le DJing, qui est une super belle transition que tu as fait. Dans les deux éléments, tu as excellé, tu excelles toujours, tu vas continuer à exceller. Moi, la question que j'ai pour toi à ce niveau, c'est pourquoi est-ce que tu as décidé de changer de médium d'expression, de médium professionnel, et comment s'est passée cette transition-là? Puis, une sous-question que j'ai également à laquelle tu peux répondre en même temps, c'est le rôle que ton réseau, ton entourage professionnel comme personnel a joué dans cette transition. Ok. C'est ça justement, la danse, ça a toujours fait partie de ma vie. En fait, c'est une activité que j'ai commencée quand mes parents émigraient au Canada et que j'avais beaucoup d'énergie. J'étais vraiment une petite fille, vraiment, j'avais besoin de bouger. Et donc, quand j'ai commencé la danse, c'était vraiment, c'était une passion réelle. Je suis une fille qui adore l'art, j'adore la musique, j'adore bouger. Donc, je suis vraiment, dès que j'ai commencé la danse, j'ai su directement, je vais être danseuse professionnelle. J'ai regardé Né pour danser, tous ces films-là, j'étais comme, if they can do it, I can do it. So, je suis allée à fond là-dedans et en fait, ce que j'aime faire dans ma carrière, c'est tout le temps me faire une liste de goals que j'ai. Et en danse, j'avais un but particulier, c'était vraiment d'être une danseuse sur des tournées avec des artistes, des gros artistes. Et donc, quand je suis arrivée à LA, je me suis assise avec mon agent et je lui ai dit, voilà vraiment mon but en tant que danseuse. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que très rapidement, j'ai pu en fait accomplir ce rêve-là. Et en fait, c'est arrivé, j'avais peut-être, je pense que j'avais 24 ans quand j'ai booké ma première tournée mondiale. Et en fait, je suis restée dans ce cycle-là. Donc après, ça continuait. J'en faisais une autre, une autre, une autre. Et donc, je me suis un peu perdue là-dedans. En fait, j'ai trouvé que j'étais un peu, I was stagnant. Je trouvais que j'étais confortable, je faisais assez d'argent, mais je me sentais pas vraiment, je me sentais plus fulfilled. J'avais vraiment un sentiment j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de pousser mon art plus loin et j'avais pas d'autre rêve d'être chorégraphe ou ce qui est naturellement le prochain step en tant que danseuse.
Et donc, je me suis questionnée et j'avais toujours eu cette passion pour la musique et j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté. En fait, je le dis comme ça, mais ça a été vraiment un processus qui était extrêmement éprouvant parce que pour moi, la danse, je le vois un peu comme un partnership. C'était vraiment comme j'étais en relation avec la danse et c'était un peu comme un heartbreak. C'était genre, I'm not in love like I used to. I'm always in love, but I'm moving into something else. Et donc voilà, j'ai pris la décision de changer, d'aller dans le DJing. Et en même temps que j'ai pris cette décision-là, c'était en même temps que je vais retourner au Canada pour des raisons de papier d'immigration. Et c'était vraiment littéralement de recommencer tout à zéro, en fait. De rebuild tout. Et là-dedans, en fait, mon réseau a été vraiment important parce que je me suis entourée de personnes qui avaient le même mindset que moi. Donc, j'avais des amis qui, eux aussi, étaient danseurs et qui sont allés dans, par exemple, dans d'autres métiers. J'ai une de mes meilleures amies qui était danseuse, qui était allée dans film directing, un autre ami qui était danseur, qui était architecte. Et ces gens-là m'ont vraiment aidé à me donner la confiance dont j'avais besoin pour aller dans ce nouveau métier. Et vraiment, et ma famille aussi, ma sœur qui est là, Gladys, avec nous, elle m'a vraiment aidée. C'est parce que ça prend énormément de confiance. Je me sentis très seule, incomprise par mon domaine, par mes pairs, en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans le monde de la danse. En tout cas, il y en a très peu, ou très peu de gens qui en parlent, du fait que des fois, on a envie d'aller à autre chose et changer de direction dans son art. Pour moi, c'est pas que j'arrête d'être une artiste. En fait, c'est que j'évolue dans d'autres arts. Donc, je peux être musicienne, comme je peux être danseuse, comme je peux être chanteuse, ça s'arrête jamais. Je reste une artiste. Et en fait, j'explore d'autres médiums qui s'offrent à moi. Donc, c'est très, très beau ça, ce voyage de l'exploration au final à travers son art. Et ça prend beaucoup de courage aussi, tu nommé à un moment donné, ça prend beaucoup de courage que de se dire, tu sais quoi, c'est un break-up, c'est pas on se voit plus à jamais, mais c'est peut-être pas maintenant, peut-être pas pour la période de vie dans laquelle je suis, j'ai besoin d'être nourrie différemment. And that's okay as well, de changer, de transitionner en soi. Et dans ce genre de transition-là, ça prend de la réflexion. Et ça m'emmène à ma prochaine question, justement, pour toi, Anna. Tu es amenée à créer différents espaces, donc des espaces de réflexion, de conversation, d'apprentissage. Donc, tous ces espaces que tu crées à travers Never Was Average sont vecteurs de changement, justement. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de créer ces espaces? Et aussi, quelle était quelque part la plus grande barrière que tu as rencontrée lors du développement de tes initiatives? Et comment est-ce que tu as réussi à passer outre? Parce que vouloir créer des espaces pour une communauté en soi, communauté vraiment entendue au sens large, c'est déjà challengeant. Mais se donner les outils et avoir accès aux outils pour créer ces espaces-là aussi, c'est tout un autre challenge. Est-ce que tu peux nous en dire, est-ce que tu peux nous toucher quelques mots dessus? Oui, ben, en fait, juste la façon que on a commencé à créer des espaces de conversation, on a commencé quoi en 2016, 2017? 2017, la première conversation. Et je sais que les gens ne comprenaient pas trop, en fait, qu'est-ce qu'on faisait. Pour de vrai, c'est comme, OK, mais pourquoi un espace de conversation? C'est quoi le but? Comment vous gagnez votre vie avec des espaces de conversation? Puis surtout, c'est difficile d'expliquer c'est quoi un espace, c'est quoi un sisterhood brotherhood si tu n'es pas venu à un sisterhood brotherhood. Parce que je pouvais expliquer que le but, c'était vraiment juste de créer un espace. Si je reviens en 2017, c'était de créer un espace pour les femmes noires, ben, pas seulement pour les femmes noires, mais pour parler des enjeux des femmes noires, parce que moi, je voulais un espace pour ça. Parce que moi, je voyais qu'il y avait plusieurs espaces qui se faisaient. 2017, on s'entend que c'est l'année de genre Girl Boss, Girl Power. C'était vraiment cette année-là. Et il y avait plusieurs conversations en ligne, mais moi, je voulais vraiment avoir un endroit où on pouvait amener ces conversations-là en personne, vraiment comme chacune de nous partage vraiment c'est quoi nos réalités, c'est quoi nos perspectives, c'est quoi nos besoins aussi, parce que c'est facile d'aller en ligne prendre des informations, mais des fois, ça ne s'applique pas vraiment à, par exemple, quelqu'un comme moi. Donc, moi, c'était vraiment ça l'intention, c'est comme, OK, on a toute une communauté en ligne, si on peut dire ça comme ça, mais comment on peut avoir cette connexion en personne?
Euh, et je te dirais que l'intention a tout le temps été la même jusqu'à aujourd'hui. On est quoi, en 2022 et on continue à faire des conversations qui fonctionnent, qu'à tous les jours, je reçois souvent des messages de comme, ah, je me souviens de telle conversation, on avait parlé de tel sujet, puis jusqu'à aujourd'hui, ça change quelque chose en moi ou mon mindset, etc. Mais les enjeux qui viennent à créer des espaces pour toutes sortes de communautés, je te dirais qu'il y en a plusieurs. Un qui était le plus, qui revient très souvent, justement le fait que je suis une femme noire. Bon, après c'est un homme noir, mais moi, je suis une femme. Ben, on est des personnes noires qui créent des espaces. C'est sûr que les gens qui ne sont pas des communautés noires vont penser que c'est pas pour eux. Quand que c'est vraiment pas ça. Et pourquoi? Puis en revenant, en regardant de plus loin, mon intention a tout le temps été de mettre de l'avant de la diversité dans mes images, dans mes visuels, dans ma façon de promouvoir ces espaces-là, parce qu'il n'y en a pas. Et je voulais juste faire quelque chose de différent parce que je me dis, si je veux attirer ce genre de personnes dans nos espaces, ben, il faut que ces gens-là se voient. Donc, en faisant ça, j'ai eu beaucoup de personnes qui ne sont pas des communautés qui me disaient, ah, est-ce que c'est des espaces pour moi? Est-ce que je peux venir? Ah, je sens que je ne peux pas venir. Et c'est là que ça, c'est juste un petit frein, mais un frein que j'ai trouvé intéressant parce que je me suis tout le temps dit, ah, mais si toi, t'as pas, tu sens que tu ne peux pas venir dans ces espaces-là, imagine nous, quand on regarde des panels, justement, ou peu importe quelle sorte d'expérience, n'est-ce pas? c'est ça. Imagine nous qui veut venir, mais on ne vient pas, mais moi, personnellement, j'irai pareil parce que le sujet m'intéresse, mais imagine quelqu'un qui a peur d'aller dans ces espaces-là. Donc ça, je te dirais que c'est une chose qui revient très souvent jusqu'à aujourd'hui, mais je ne vais jamais changer mes images. Je vais tout le temps amener la diversité de l'avant. Et une deuxième chose, qu'est-ce que je dirais, c'est que c'est des fois que les gens viennent dans les espaces. Parce que c'est facile de faire quelque chose pour la communauté, mais c'est quelque chose d'autre de venir puis que tu sais que tu dois parler. À la fin de la journée des conversations, si les gens ne parlent pas, il n'y a pas de conversation. Si les gens ne participent pas, il n'y a pas de conversation. Donc, je dirais que c'est aussi ça qui est comme comment faire en sorte que quelqu'un qui est vraiment comme plus introverti, qui veut vraiment rien savoir, mais qui veut passer cette étape-là de rencontrer d'autres personnes ou juste écouter, je dirais que c'est peut-être ça un enjeu. Mais après ça, c'est vraiment du bouche à oreille. Donc, je me dis, si quelqu'un a une bonne expérience, ben, quelqu'un va vouloir venir dans nos espaces. Donc, en gros, je te dirais que c'est ça parce que, puis juste pour terminer mon point, j'ai pas vraiment eu de difficultés parce que je pense que c'était tellement différent que les gens et juste les entreprises, organisations avec qui on a collaboré ont aimé ça. Parce qu'on était vraiment comme, tantôt, il parlait de shameless puis être fearless, comme on était vraiment comme, voici qu'est-ce que je veux faire et c'est tout. On va pas changer notre façon de faire. Et je pense que les gens ont apprécié un peu cette façon d'être de Never Was Average. J'adore. On fait des références aux anciens panels. That's perfect. Enfin, mais c'est tellement important et ça se transmet vraiment partout. Ce que j'aime dans la référence que tu as fait, c'est que les filles tout à l'heure, quand elles parlaient de l'aspect d'être fearless et qu'elles faisaient référence évidemment à l'aspect d'être et d'évoluer dans une entreprise. Mais là, on est dans un milieu des arts qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus ouvert, mais où cet élément est tout aussi valide et a tout aussi sa place. La prochaine question du moins que moi j'ai pour vous, c'est que là aujourd'hui vous êtes arrivés à deux belles périodes de vos carrières respectives. Toi, Karaba, après ce beau changement que tu as fait. Toi, Anna, parce que tu es vectrice de changement à travers les conversations qui sont impulsées à travers Never Was Average. Mais j'aimerais qu'on puisse venir sur peut-être le début de cette construction des femmes que vous êtes aujourd'hui. Quelle est l'erreur ou l'apprentissage le plus formateur que vous avez fait au courant de votre carrière et qui, in fine, finalement, vous a permis de devenir la Karaba que vous êtes aujourd'hui ou la Johanna que vous êtes aujourd'hui? Je peux y aller ou tu peux y aller, Karaba? Ouais, vas-y. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Jusqu'à aujourd'hui, j'en fais encore. J'apprends de ces erreurs-là ou des fois, j'apprends pas puis je refais juste les mêmes erreurs. Mais je te dirais que pour moi, une des erreurs, c'est que, c'est une erreur, mais en même temps, c'est une bonne chose, c'est que je me suis tout le temps mis en arrière-scène.
comme j'ai tout le temps été en arrière-scène pour tous les projets. Donc, les gens aujourd'hui me connaissent Never Was Average, mais avant, j'avais une boutique. Avant, je faisais des événements de pop-up shop à Montréal. Mais j'étais tout le temps en arrière-scène parce que j'aimais ça mettre les gens de l'avant. Comme pour moi, quand je parle de communauté, c'est vraiment intentionnel. C'est vraiment, je veux que les gens aient une bonne expérience avant même me passer moi. Et je te dirais que à force de faire ça, des fois, les gens, en général, puis ça, j'ai remarqué, les gens proches de moi oublient qu'est-ce que j'ai fait dans le passé, ou oublient que je travaille beaucoup, ou oublient que j'ai toute cette expérience-là, puis je fais juste avancer de l'avant parce que je ne parle pas assez et parce que des fois, je ne prends pas ma place à des moments que je dois prendre ma place. Puis ça, c'est juste parce que j'aime ça être en arrière-scène, parce que j'aime ça voir qu'est-ce que j'ai créé. Puis, je dis que c'est une erreur parce que je pense que c'est aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai, je pense que c'est important des fois de comme prendre des situations pour moi et de dire, OK, voici qu'est-ce que j'ai fait, voici pourquoi j'ai fait et voici qu'est-ce que je veux faire dans le futur parce que je trouve que ça m'ouvre plus de portes versus que je fais juste faire des choses puis j'en parle pas puis j'attends je sais même pas qu'est-ce que j'attends en fait, mais j'ai remarqué que ça, c'est une erreur que si plus tôt j'avais décidé de parler, de prendre position plus, il y a peut-être des choses qui seraient un peu plus faciles à naviguer. Donc ça, c'est plus pour moi. Mais je suis sûre que j'en ai plein d'autres, mais c'est le premier qui résonne en premier. Moi, je sais pas, encore une fois, comme Johanna, je sais pas si c'est une erreur. Je reviendrai sur le fait d'avoir walk away from dance. Pour moi, sur le moment, j'étais à 50-50 sur le fait que j'avais l'impression que je faisais une erreur, mais à cause que je laissais la pression des autres sur moi. Donc, je me suis dit, je savais que c'était bien, mais en même temps, j'étais comme, c'est une erreur parce que tout le monde me dit que c'est une erreur et je ne devrais pas partir de quelque chose qui est si confortable, que ce soit par rapport à mon salaire, que ce soit par rapport à ma notoriété en danse, que ce soit par rapport à tout ça. Donc, pour moi, j'avais quand même un sentiment de, je suis en train de faire une erreur. Puis, il y a même plusieurs fois où est-ce que on me remettait en question, mais pourquoi? Puis, à chaque fois, je me disais, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que, tu sais quoi, peut-être que je devrais retourner là-dedans, puis peut-être que je devrais juste ride the wave avec ça parce que that makes sense for everyone else, but it doesn't for me. Puis même plusieurs fois, c'est dans ma carrière de danseuse, ça faisait du sens pour les autres, mais ça en faisait pas pour moi. Puis j'ai quand même ride, puis je me dis, c'est pas grave. Fait que je pense aussi, là-dedans se mélange aussi mon instinct, d'avoir été aussi tout le temps avec mon instinct, puis de m'être dit, si moi, à l'intérieur, pour moi, ça fait du sens, malgré que autour c'est un chaos, puis qu'il y a personne qui me comprend, j'y vais à fond là-dedans et j'apprends encore de ça aujourd'hui. Même quand je dois faire des décisions par rapport à ma carrière, quand je dois décider où est-ce que je m'en vais, c'est toujours quelque chose à laquelle je reviens puis me dire, OK, j'ai décidé de partir de la danse, je me suis empowered là-dedans. Donc, dans toutes les prochaines décisions que je vais faire, ça va impact the way I see things. Tellement. Et l'une des raisons pour lesquelles je vous ai posé dès le début cette question sur les erreurs, c'est parce que je trouve que trop souvent, on a tendance à pas aimer ce mot. Il nous rend pas confortable. On veut pas avouer des chemins qu'on aurait pu prendre et éviter potentiellement. Mais ces erreurs-là se transforment toujours en leçons, donc en bagages qu'on peut ramener avec nous dans les prochaines expériences qu'on aura, à part celles comme ce que Johanna a dit, qu'on répète parce qu'on est têtu des fois. Mais au-delà de ça, c'est des bagages qu'on accumule. Et pour rebondir rapidement sur ce que tu disais aussi avant, Johanna, c'est par rapport au fait de vocaliser et de parler. Un élément pour ma part, j'essaye de faire, et un élément qu'une de mes amies, donc Afouali, me rappelle à chaque fois qu'on discute ensemble, c'est l'importance de la documentation, de documenter tout le travail qu'on fait. Karaba, tu le fais super bien à travers les différentes vidéos que tu postes sur YouTube, les vidéos que tu postes sur TikTok également. Toi, Anna, je sais que tu le fais également. Donc, vraiment, toute personne, artiste, entrepreneur et consort, c'est important de documenter le processus parce que ça permet aussi aux personnes qui nous regardent, aux personnes qui nous soutiennent, aux personnes qui consomment ce qu'on va produire, de comprendre que, ça prend du travail, ça prend du labeur, qu'on est humaine derrière et que, justement, il y a un processus. C'est pas qu'une finalité. Au final, ce qui m'emmène aussi à la prochaine question. Oui, dis. J'ai envie de dire, avec ce que tu viens de dire, les archives.
moi, je suis vraiment dans cette conversation. Ça va faire 2 ans que je suis dans les archives. Puis je pense que à Fouali, ben, c'est un bon conseil qu'elle donne. Puis je l'entends, je sais, là, elle est vraiment bonne Exactement. Mais c'est vraiment important parce que justement, documenter tout ça, c'est des archives que comme des fois on n'y pense pas, mais dans le futur, nous personnellement, on peut voir, OK, voici qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, mais aussi c'est de la documentation qui va servir à la prochaine génération. Puis des fois, on n'y pense pas, mais je trouve que c'est tellement important. Puis en ce moment, on a la chance d'utiliser toutes sortes d'outils pour documenter. Puis je pense que comme on devrait le faire de plus en plus, mais en tout cas, le mot que j'ai en tête que tu me dis, que tu parlais, c'est comme les archives, les archives. C'est très, très Totalement. C'est super important. Totalement. Puis c'est important aussi pour l'évolution. Moi, ce que je fais aussi beaucoup des fois, ça m'a fait penser quand tu parlais de vidéo, parce que oui, effectivement, j'adore documenter, j'adore faire, ben justement, quand à Folie et moi, on avait travaillé ensemble, puis qu'on monte des vidéos, mais aussi pour moi-même. Dernièrement, j'ai envoyé une vidéo à une amie où est-ce que des fois, je me documente moi-même dans des moments, que ce soit des moments où est-ce que je célèbre ou aussi des moments où est-ce que ça va vraiment pas bien. Ça peut sembler un peu bizarre pour certaines personnes, mais pour moi, des fois, j'y retourne pas souvent, mais quand ça va bien, des fois, je retourne aussi à ces vidéos-là et je me vois parler à moi-même ou genre être dans des situations où est-ce que ça va pas bien ou je suis pas fière de mon art. Et après ça, je me dis, il y a une belle évolution là-dedans. Donc, non seulement de documenter des performances ou que ce soit peu importe des conversations, mais aussi des fois, je trouve qu'il y a une beauté à juste s'enregistrer tout seul et à parler avec soi-même et juste dire aujourd'hui ça va pas bien ou aujourd'hui ça va super bien, je suis fière de moi et de retourner vraiment dans ces vidéos-là. Voilà, tout à fait. On peut le faire de tellement de manières différentes, soit par écrit, vidéo. Moi, j'adore le format vidéo, donc j'ai plein de vidéos de moi qui parlent à différents moments de ma vie. Donc, je me rejoins vraiment à ce que je suis en train de dire en ce moment. Puis, de la même manière, c'est important de documenter ce processus-là en tant que tel. C'est parce que justement, il y a un processus. C'est parce qu'il y a des opportunités qu'on va chercher, des opportunités qu'on va créer. Et justement, en quoi, selon vous, en tant qu'artiste, c'est important de créer ses propres opportunités? C'est mon sujet préféré, là. C'est mon sujet préféré en passant. Mais pour pas que je perde ma pensée, je pense qu'avec mon parcours, je suis la meilleure personne pour dire que comme créer tes propres opportunités. Justement parce que si je reviens à même avant d'être dans le milieu des arts et de la culture, mais comme avant, plus entrepreneur en mode, quand on envoie la boutique, il n'y avait pas de boutique. Ben, en tout cas, c'est pas qu'il n'y en avait pas, mais c'était rare de voir comme 2 jeunes noirs entrepreneurs ouvrir une boutique de vêtements qui pouvaient compétitionner avec des exemples de Urban Outfitters, etc. pour le style à Montréal. J'ai fait des pop-up shops parce que je voyais que c'était difficile pour les marques de vendre en boutique, en fait. Donc, pour moi, j'ai vu qu'il y avait un manque et j'ai créé quelque chose. La même chose pour Never Was Average en ce moment. On fait des espaces de conversation. On est axé sur la communauté parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez, en fait. Il n'y a pas assez d'espace qu'on peut juste être nous-mêmes et pas se mettre un label, juste d'être nous-mêmes puis de montrer notre vrai visage. Il n'y a pas assez d'opportunités pour les personnes BIPOC, surtout les artistes BIPOC, d'avoir une communauté que les gens peuvent s'échanger entre eux des conseils. Donc, on l'a créé. Donc, je dis ça parce que, puis je reviens à le point que j'avais dit au début, de me mettre, quand je disais que comme une des erreurs, c'était de ne pas me mettre de l'avant. J'étais tout le temps en arrière-scène. Pourquoi j'ai réussi à avoir une collaboration avec le Musée des Beaux-Arts? Puis ça, je vais tout le temps le dire parce que c'est le meilleur exemple. C'est que j'avais vu passer un appel à soumission pour faire un projet d'un atelier pour le Forum des Arts qui avait lieu, Forum du pouvoir des arts qui avait lieu au Musée des Beaux-Arts. Et j'ai jamais facilité un atelier de ma vie. Mais je l'ai quand même fait parce que mon message était plus important pour moi. C'était comme, OK, comment on fait en sorte qu'il y ait une femme noire au musée? C'était seulement ça mon intention. Et ça a donné qu'ils ont accepté notre atelier. Donc ça, c'est une opportunité que si je m'étais dit, mais tu sais quoi, premièrement, je ne suis pas une artiste. Deuxièmement, je n'ai jamais facilité un atelier. Troisièmement, je ne sais pas quoi faire. Si j'avais gardé ce mindset-là, peut-être que je n'aurais pas eu cette opportunité-là de justement participer à des expositions, amener des conversations au musée. Donc, c'est vraiment important des fois qu'on n'ait pas peur
de faire quelque chose qui sort un peu de notre bulle de confort, en fait. Donc, Karaba, toi, tu en as beaucoup de choses aussi à dire, mais je pense que c'est important. Je vais juste montrer comme un exemple concret que comme c'est pas arrivé comme ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment comme du travail et je me suis forcée à sortir de mon confort et de ma bulle et faire des choses que des fois je me regarde, je suis comme pourquoi j'ai fait ça? Donc, je vais te laisser poursuivre. Non, mais moi, ça commence avec la danse. J'ai commencé à danser, puis il n'y avait pas, au Québec, il n'y avait pas de danseurs noirs ou BIPOC. Aucune chaîne télévisée. Peut-être oui, là, je ne sais pas, mais je ne regardais pas tant la télévision québécoise parce que, de un, je ne me voyais pas. Mais juste dans l'acting, je ne parle même pas genre dans la danse, mais je me voyais nulle part. Fait que ça a toujours été un combat pour moi de créer cet espace-là. J'étais comme, il n'y en a pas, I'm gonna be the one. Puis même quand je reviens, quand je disais, tu sais, les films que je regardais, les nés pour danser, tout ça, it was always a white girl. C'était jamais un black woman. Mais moi, j'étais comme, I'm gonna be that girl. Il va falloir que je le sois parce que je veux aussi inspirer les plus jeunes. Puis en allant aussi dans le DJing, c'est la même chose. J'étais comme, je me rappelle même avant de prendre cette décision-là, j'étais comme, je vais regarder qui un peu is out there as a black woman in music, a DJ producer. J'étais incapable de trouver 10 top. Je tapais top DJ producer, c'est une liste 10 de genre top white men, because mon field il est très male dominant. Et moi, c'est pour ça que tous les jours, je me lève en me disant, I have to be il faut que je fasse la différence. Excusez, je vais en anglais-français, mais c'est bon. mais c'est ça, pour moi, c'est super important parce qu'il n'y en a pas assez, il y en aura jamais, il y en a pas assez. C'est pas normal que j'arrive sur des jobs et que des fois, très souvent, je me fais dire par mon tech qui pense que moi, je ne suis pas l'artiste et qui va à la personne qui est à côté de moi. Et ça m'est arrivé dernièrement et le tech parle à la personne à côté de moi. Je suis comme, non, c'est moi l'artiste. I'm the one. Genre, donc, pour ces impressions-là, il faut que je crée des opportunités. Il faut que je sois out there. Il faut que je crée du contenu visuel. Il faut au maximum que ce soit vu, non seulement par le monde, mais comme je dis encore une fois, par la génération qui est après moi, parce que pour moi, c'est super important que young black girls know that this is possible. C'est possible. Difficile. It's very hard. Sur le mental, sur le physique, c'est difficile, mais I love it. Et pour moi, c'est pour ça que je continuerai toujours à créer des opportunités, à créer ma propre opportunité. Et pour faire une différence. Et pour vraiment qu'un jour, I wake up et la même façon qu'une petite fille pourra taper top black woman DJ, elle va en trouver 25. Puis après ça, l'autre génération d'après, il y en aura 50 et 100. Mais je pense que c'est pour ça que c'est super important, et surtout au Québec, parce que it's a long road. Et il y a beaucoup à... ouais. Mais j'aime beaucoup cette manière de penser aussi. Je viens de voir dans les commentaires Sarah Mbala qui a mis I'm the one avec genre 2 flammes. Puis je pense que c'est Sarah Mbala de Woman Power. Si je me trompe, enfin non, pas de Woman Power, de Woman Talk That Talk. Anyway, si je me trompe, navré. Toutefois, ça me fait penser à la conférence qu'elle avait organisée en partenariat avec deux autres organisations. Justement, on avait partagé de l'importance de voir le fait qu'on rentre dans une pièce où justement on est en minorité, où on va pas forcément voir de personnes qui nous ressemblent, et voir cette entrée-là comme étant un peu comme une course à relais, dans le sens où on rentre, mais on rentre pas seul. On laisse la porte ouverte, on laisse la fenêtre ouverte pour qu'il y en ait d'autres, en fait, qui puissent rentrer également avec nous. Et dans cet esprit, finalement, d'abondance, malheureusement, dans l'espace dans lequel est-ce qu'on est en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur, il y a également beaucoup de concurrence, en fait. Et c'est difficile, des fois. C'est une réalité. Il y a de la concurrence saine, il y a de la concurrence malsaine. On a donc tendance, malheureusement, à beaucoup craindre l'autre, à avoir un esprit de rareté, donc un scarcity mindset, lorsqu'il s'agit du développement de sa carrière. Donc, pas forcément vouloir faire part de ses plans de transition, pas forcément vouloir faire part d'une opportunité qui est disponible à des potentielles organisations qui nous ressemblent, par exemple. Donc, comment arriver, selon vous, à changer ce mindset et à le transformer en un mindset abondant, au final?
C'est Ben, en fait, j'aime ça que dans cette conversation-là, on parle d'abondance puis de scarcity mindset. C'est déjà des concepts que c'est pas tout le monde qui connaissait avant. Bon, là, je pense que maintenant, on sait un peu c'est quoi. Mais pour ma part, je te dirais que c'est vraiment, encore là, je vais utiliser le mot intention parce que c'est vraiment intentionnel quand que je repartage des opportunités que je vois, peu importe c'est quoi, quand que des fois, je pense que comme si on le fait pas, ben qui d'autre va le faire? Comme je me dis tout le temps ça, comme si, admettons, moi, on me partageait pas une opportunité, ben peut-être je l'aurais jamais su. La même chose que, justement, j'ai accès à des ressources, j'ai accès à des choses que j'avais pas accès avant. Et je me dis, OK, si moi, j'ai accès à ce genre d'informations, et on sait que l'information est vraiment difficile à transmettre, surtout au Québec, ben, je vais le repartager dans mon réseau de contacts, je vais peut-être penser à quelqu'un, et je fais souvent ça. Des fois, il y a des appels à soumission au Conseil des arts de Montréal. Je reçois les infolettes. Je repartage à tous les artistes que j'ai dans mon réseau. Je pense que je me suis fait comme une liste d'artistes. Je suis comme, OK, voici une liste d'artistes. Puis à chaque fois que j'y pense, je le repartage. Puis, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de personnes qui ont peut-être pas accès à ça parce qu'ils font pas partie du réseau du Conseil des arts, par exemple. Je Moi, je le fais parce que je me dis que j'ai rien à perdre, de un. De deux, je suis pas là pour garder toutes les opportunités pour moi, parce que sinon, qu'est-ce que je ferais avec Never Was Average? Ce serait fake, en fait, de dire qu'on fait des choses pour et par la communauté, on fait des choses pour nous, pour s'élever tous ensemble, puis je garderai tout ensemble, tout pour moi. Et je sais que c'est pas tout le monde qui pense comme ça, comme je veux dire la vérité, comme là, c'est la partie de T, mais c'est pas tout le monde qui pense de cette façon-là. Et je peux comprendre, surtout dans les communautés noires, parce on a tout le temps été, on a tout le temps été mis comme ça, on doit se battre pour avoir la meilleure place. On doit prendre de ci, on doit garder pour nous. Mais je pense que comme si, en tant que communauté, on serait capable de justement avoir tout ce mindset d'abondance et de partage et de connexion, ensemble, on gagnerait. Il y a de la place pour tout le monde. Comme moi, je ne crois pas que comme on est les seuls comme oui, on est Never Was Rich, mais je ne suis pas la seule Joanna Chevalier. Je suis sûre qu'il y en a plusieurs autres comme moi qui voudraient avoir ces connexions, ces opportunités. Donc, pour moi, c'est vraiment une intention. Si je vois quelque chose que comme je peux pas avoir pour moi-même, je vais le partager. Et aussi, un autre point que je voulais dire, je le fais pas juste pour les artistes, mais je le fais aussi pour des organisations. Donc, des fois, je vais voir passer des subventions pour des non-profits. On n'est pas un non-profit. Donc, je vais le repartager et moi, ça me fait plaisir de le faire. Et je sais pas pourquoi, mais ça a tout le temps été en moi. Mais c'est vraiment de changer notre mindset parce que même moi, avant, j'avais un scarcity mindset. Au début, à mes tout débuts avec The Woman Power. Je voulais pas, j'avais peur que les gens prennent mes idées, j'avais peur. Et aussi, j'ai eu des expériences négatives. Mais à la fin de la journée, le but, c'est d'avoir des expériences positives. Donc, plus tu partages, plus tu redonnes, plus tu reçois. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Plus tu partages, plus tu redonnes, plus tu reçois. Preach, love that. Et toi, Karaba? Ben déjà, même avec juste Johanna, j'ai l'impression qu'à chaque fois, j'ai des questions, que ce soit sur... dernièrement, j'avais demandé pour justement chercher une styliste pour un de mes projets, et comme cette personne. Ou même quand, question plus sur mental health, j'avais écrit parce que je cherchais justement aussi comme un thérapeute noir. Genre, she's the plug. Elle a toutes les ressources, tout ce que tu as besoin. Fait que là-dessus, genre, merci beaucoup, Johanna. Genre, you're the one. Genre, c'est vraiment génial. Mais je trouve que c'est ça, justement, le partage. Même dans ce que je fais moi, ben, c'est sûr que oui, il y a beaucoup de compétition. And obviously, dans mon domaine, c'est there can only be one. Il peut juste en avoir une DJ noire. Puis c'est pas vrai. Il peut en avoir plein. Comme elle dit justement, Johanna, there's place for everyone. La musique que moi je joue n'est pas la musique que ce que nos DJ jouent. On a chacun notre chemin. Et par rapport à ça, moi aussi, moi, I thrive on collaborating with other people. J'aime rarement être seule dans mon studio à travailler
ou même quand ce soit quand il y en a à filmer mes vidéos, je suis tout le temps en train d'être comme je veux travailler avec telle personne, je veux faire telle chose. Et I really thrive on it. J'adore l'art. Donc, le maximum de personnes qui peuvent m'entourer, qui ont le même genre d'amour que j'ai pour l'art, pour moi, ça me build up and it builds them up as well. Fait que c'est vraiment ça mon motto. So it just makes sense for me. Je me verrais pas être seule dans cette journée-là. Genre, j'ai besoin vraiment de m'entourer d'artistes et ce dans tous les domaines. Et je trouve qu'il y a toujours à gagner, à donner. Donc, je pense que c'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est primordial et qui m'aide moi-même à avancer en tant qu'artiste. Donc, voilà. J'aime ça, dans le sens qu'il y a vraiment un pouvoir dans la collaboration et des fois on oublie ça. Mais j'aime bien aussi ce que tu as mentionné, Johanna, en disant qu'à tes débuts, tu étais dans le scarcity mindset. Pareil pour ma part avec Diaspora, avec mes projets de mannequinat, avec plein de choses. Mais c'est bien aussi de nommer le fait que on peut évoluer. And that's okay as well. Et c'est justement dans ce développement-là et dans cette évolution-là qu'on apprend et qu'on devient de meilleures personnes et qu'on peut collaborer et qu'on peut être ouverte à d'autres belles possibilités et opportunités. Avant que je vous pose ma dernière question, j'aimerais mentionner également aux personnes qui nous écoutent en ce moment qu'on va bientôt passer à la période des questions. Donc, commencez tout de suite à réfléchir à votre question. Partagez-les nous en commentaire. On est vraiment là pour répondre à toutes vos interrogations. Il y a une phrase qui sonne vraiment mieux en anglais, but for the sake of this conversation, I have to translate it. À savoir, les femmes noires sont souvent dupliquées, mais jamais répliquées. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait d'être une femme noire, spécifiquement dans le milieu des arts? I think for me, moi, c'est aussi simple que ça. It's just every time I walk in a room, my shoulders I carry history. I carry pride. I carry so much. And just by being that person, for me, c'est un sentiment inexplicable. Et moi, that's what Black women in at least the field that I'm in right now, that's what I feel. I work in a place and I carry a lot and I make a difference. Et ça me rend fière d'être une femme noire et de faire une différence and to be in this battle, not in a bad way, mais quand même dans cette espèce d'endroit où est-ce que je me sens un peu dans un battlefield. Mais c'est ça que je dirais pour moi. Love that. Ouais, j'aime ça, qu'est-ce que tu as dit, genre toute l'histoire qui vient, genre. Je te dirais qu'être une femme noire dans les arts et la culture, principalement, il y a plusieurs choses que je vois que, de un, we are the one, comme quelqu'un a dit ça tantôt, là, I'm the one, Carabelle a dit tantôt, comme on est vraiment comme les blueprints. Sérieusement, comme ça, on regarde, genre, juste dans l'histoire de comme c'est tout en, genre, nous qui créons des espaces, c'est tout en nous qui pense à tout le monde, c'est tout en nous qui s'assure que tout le monde est inclus à la base. On pense jamais à soi-même. Puis, ça, c'est des conversations que, genre, j'essaie tout le temps de voir comme, OK, si je fais ça pour tel groupe, qui va faire ça pour mon groupe? Qui va faire ça pour nous en tant que femmes noires? J'ai tout le temps ça derrière ma tête. Et de deux, surtout en art et culture, le fait que, comme, à la base, on n'a pas beaucoup d'autres, on n'avait pas, je pense que cette année, on a plus d'opportunités, mais on n'a pas tant d'opportunités que les autres. On doit être créative. On doit utiliser notre imagination pour créer notre propre chemin. Et c'est ça qui fait en sorte que, comme, personnellement, c'est pour ça que je dis « we are the one », parce que il y a des problèmes, on trouve des solutions en 2 secondes. Même si c'est un peu plus difficile, mais on va tout le temps trouver une façon de faire « OK, si je ne peux pas ouvrir cette porte, je vais aller par derrière ». Comme pour ma part, c'est comme ça que je le vois. Et aussi, une autre chose que je voulais dire, c'est que justement, en tant que femme noire, on voit tous les angles que les gens ne voient pas. Tout de suite. En tout cas, pour ma part, je sais qu'à chaque fois qu'il y a un projet, le projet a l'air super beau, mais je suis tout le temps la première personne qui va poser une question. Ouais, mais est-ce qu'il y a ça? Ou est-ce que vous avez vu ce côté-là? Ou est-ce que, comme je suis c'est qu'il va poser des questions? C'est ça, juste pour voir un peu comme est-ce qu'on touche à tout le monde? Est-ce qu'on revient à notre objectif principal? Est-ce qu'on garde encore l'intention?
qu'est-ce qu'on fait, c'est real. Puis je pense que comme c'est ça, en ce moment, je peux voir que plusieurs femmes noires dans l'industrie, surtout au Québec, font ce genre de réflexion. Je pense que les femmes noires aussi au Québec, dans les agricultures principalement, n'ont pas peur de dire qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'au début, c'était un peu comme caché, on ne voulait pas parler, mais maintenant, je trouve qu'on n'a pas peur de faire comme, OK, voici qu'est-ce qui se passe, puis on veut que les choses changent. C'est sûr que c'est vraiment difficile. C'est un travail qui n'est pas très, très facile, mais je pense que comme avec nous, les choses avancent. Même si les choses n'avancent pas, ben, on trouve une façon pour nous de se créer une réalité qui fait du sens. Donc, je dirais. Avant de passer à la période des questions, quand on parlait, ça m'a fait penser à une autre question. Donc, je vais slider avant de, de lire les questions qu'on a reçues. Je voulais qu'on parle rapidement du code switching. Parce que je trouve que ce terme est intéressant dans le milieu des entreprises, mais j'aimerais bien qu'on le retranscrive au milieu des arts. Le code switching, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, on va le définir. Donc, c'est la capacité d'un individu à pouvoir devenir un caméléon, concrètement. Dans le sens où pouvoir utiliser une méthode de langage dans le cadre, par exemple, familial, et en utiliser une autre dans le cadre professionnel. Un exemple, c'est par exemple lorsqu'on va parler créole avec sa famille, ou pas forcément créole 100%, mais en mode vraiment c'est un français bien mélangé, bien teinté de toute la culture qu'on a avec notre famille, avec nos amis, tout ça. Mais dès lors qu'on rentre sur le marché du travail, Molière ressort, meilleure langue, tout ce que tu veux. Donc cet aspect de code switching là se retrouve aussi, j'ai l'impression, dans différentes sphères, dans différents domaines, mais je serais curieuse de vous entendre sur comment le code switching s'est transmis dans votre carrière. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez toujours, justement, quand tu parlais par exemple de Karabat tout à l'heure, quand tu rentres dans ces espaces où tu as une histoire qui vient avec toi, est-ce que tu utilises ce code switching ou justement, tu le mets de côté puis tu es comme « this is who I am and that's it ». Comment est-ce qu'on navigue ça dans des espaces où on parle d'art, on parle d'expression de soi, on parle d'expression à travers des médiums, on parle d'authenticité. Je trouve que ce rapport est d'autant plus compliqué. Ouais, non, c'est sûr, moi, je pense dans le passé, je vivais vraiment beaucoup, je me disais, par exemple, un exemple simple, mais sur des gigs, le client, il va me demander des fois, on adore Karabat, mais est-ce qu'on peut faire un mainstream pop rock set? Et back then, tu vois, moi, j'étais genre, OK, sure. Mais maintenant, non, on veut Karabat. Karabat, elle fait Afrobeats, Afro House. Et donc, si vous voulez avoir Karabat dans un événement corpo, ben, c'est Karabat qui va venir comme ça. Et j'essaie vraiment de go with it. Et même dans les échanges, j'essaie d'être authentique le plus possible parce que je ne veux pas vendre quelque chose qui n'est pas moi pour plaire à l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que maintenant, je dis tout le temps dans mes contrats. Je ne fais pas de pleasing ou justement de changer qui je suis pour plaire à l'autrui parce que it's just nice to have this on stage. Non. Je viens telle que je suis et je l'assume complètement et je n'ai plus peur non plus de perdre des opportunités ou de perdre de l'argent ou de perdre des contrats en n'étant pas moi-même parce que at the end of the day, quand je quitte le stage et que j'ai dû switcher qui j'étais ou faire quelque chose, j'en suis malheureuse en fait. Et c'est vraiment quelque chose que maintenant je m'éloigne. C'est vraiment, je suis qui je suis et take me as I am en fait, pour ma part. Voilà. Take me as I am. Ça, c'est un quote, ça. Je te dirais que quand je travaillais dans le domaine de la mode, je faisais beaucoup de code switching parce que j'étais tout dans la salle de 1 puis je voulais que les gens comprennent qu'est-ce que je dis. Ça, c'est sûr, c'était difficile, ce côté-là. Mais après ça, quand j'ai commencé à faire mes propres événements, c'est difficile parce que, je peux pas vraiment... Des fois, avant, je faisais beaucoup de poker face. Fait que je dirais que comme poker face et code switching, des fois, c'est un peu similaire pour ma part. Est-ce que tu peux nous définir ce que toi, tu comprends comme étant poker face? Comment tu le définirais dans tes mots? So, poker face, pour moi, c'est comme quand je rentre dans des espaces et je sais tout de suite que ça ne va pas fonctionner. Comme je sais tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, mais je vais essayer de parler d'une façon
diplomate, si je peux dire ça comme ça, c'est le mot que j'ai utilisé. Mais pourtant, ma personne, je suis quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Comme c'est quelque chose qui me dérange, que j'aime pas. Même la façon que je parle. Des fois, je vais dire, tu sais, des fois, puis en plus, mon humour est très, comme, j'ai du sarcasme. Donc, juste ma façon d'être, quelqu'un qui ne me connaisserait pas, peut-être va penser que comme, ah, mais est-ce qu'elle est contre moi? Mais pourtant, dès que je montre mon vrai visage, parce que je suis vraiment confortable dans l'espace où je suis. Donc, des fois, au début, surtout dans le domaine des arts, je te dirais que je faisais beaucoup de, pas de code switch, mais beaucoup de poker face, juste parce que je ne viens pas de ce milieu-là, je n'ai pas étudié en art. Je ne comprends pas qui je ne sais pas. Je sais juste, en regardant une art, comment je me ressens. Et je te dirais que comme pour avoir été dans les ateliers, dans ce genre d'institution, des fois, c'était difficile d'être ma propre personne parce que tu vois les gens qui ont comme justement une expérience, un bagage, ils ont travaillé vraiment fort pour être sur ce qu'elles sont. Et moi, j'arrive et je suis comme, OK, je suis en train de brasser tout. Mais en même temps, je me dis que c'est justement pour ça que les gens apprécient ma présence parce que j'ai pas peur d'être moi-même. Donc, tu sais, s'il y a une petite joke, je vais faire « Ah, tu viens de tel endroit, je te juge, mais c'est juste parce que c'est une joke. » Puis pour moi, c'est comme OK, ma façon de comme juste « OK, je fais ma place, puis je peux être moi-même. » Ouais. Mais c'est vraiment, c'est difficile. Je te dirais que des fois, même, des fois, je le vois que genre, je sens que comme je suis pas moi en ce moment. Si je suis pas moi, c'est parce qu'il y a une raison, puis c'est quoi cette raison-là et comment je peux m'ajuster. Mais c'est vraiment difficile. Je pense que dans le milieu des arts, c'est peut-être un peu plus facile à naviguer, même si c'est encore difficile. Mais si c'est d'autres industries, tu sais, des fois, j'entends des expériences, puis je suis comme, oh my God, je pourrais pas être à ta place. On va me mettre dehors parce que ma langue va genre. Je sais qu'on devrait pas dire. Mais c'est difficile. C'est vraiment difficile. Surtout si tu es la seule personne. Ouais. Difficile. Et c'est ce que Carla disait aussi dans la conférence précédente, c'est dans le sens où des fois, ça te prend d'avoir ces outils-là. Je pense que c'était Audre Lorde qui parlait des outils du maître, etc. Ça prend aussi des fois de savoir comment les manier. En fait, avant d'aller déconstruire tout ça, ça prend de connaître le langage, de connaître la manière dont est-ce qu'on parle dans certains espaces, la manière dont tu vas parler avec les personnes qui vont, admettons, consommer ton art et les personnes qui vont financer ton art. C'est peut-être pas le même langage non plus, and that's okay as well. Et c'est là où justement, c'est tout l'aspect de caméléon rentre en jeu parce que c'est pas mauvais, mais c'est important d'en être conscient et c'est important, comme tu l'as mentionné, Anna, de savoir quand est-ce que finalement on n'est pas confortable, on n'est pas à l'aise et savoir aussi les limites. Comme tu disais aussi, Karaba, peut-être avant, tu te sentais pas toi-même à l'aise de te vocaliser, te mettre à 100% dans tes baskets. Tu n'avais pas forcément l'impression d'avoir l'espace de pouvoir le faire non plus, mais c'est un chemin que tu as parcouru au final. Et tu arrives à un moment de ta carrière où maintenant tu te dis, tu sais quoi, c'est moi et that's it. C'est-à-dire c'est moi, mon art, ma culture, mon histoire et je viens avec vous et that's it, tu vois. Donc, tout est valide, mais ça prend beaucoup ça prend d'être conscient, en fait, de ça, au final. Une chose que j'ajouterais avant de poursuivre aux questions, c'est que des fois, puis je ne sais pas si c'est le bon terme code switching, mais des fois, surtout dans le milieu des arts et de la culture, j'ai remarqué, puis ça, c'est juste un exemple que je donne s'il y a des gens qui sont des artistes qui veulent faire des demandes de subventions et tout. Qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, tu dois connaître le langage. Big time. Tu dois savoir quel mot utiliser, c'est quoi le hot topic, c'est quoi dire, puis le mettre dans ta demande. Puis j'ai remarqué que comme c'est quelque chose qu'il faut faire, parce que nous, on peut parler de notre propre expérience, on peut avoir, surtout moi, je peux avoir des idées, mais concrètement, si la personne ne le comprend pas, parce qu'on n'a pas utilisé les termes qu'ils utilisent, exactement. Tu ne vas peut-être pas avoir. Puis, tu sais, c'est dommage, je dis ça, mais c'est la réalité des choses. Fait qu'il y a ce côté-là aussi que je pense que comme c'est important de savoir, OK, c'est quoi le langage? Même si tu ne vas pas l'utiliser après, tu vas faire ce que tu veux. Mais juste le avant, tu sais, c'est de jouer avec le jeu, en fait. Exactement. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est dommage, mais on est encore là aujourd'hui. Dernière question. Donc, question qui vient de Awali. Quels sont les top 3 livres sur l'empowerment, donc l'autonomisation, ou podcasts que vous auriez à recommander? Je vois les yeux de Karaba qui sautent comme ça, de Anna qui est en bug. J'aurais dû vous lire la question avant, en fait. Elle s'en mode, mais quelle recommandation de quoi on parle? Ça va aller. Un livre ou un podcast qui vous a marqué, qui vous accompagne dans ce processus.
J'ai lu le livre de Ellen Ware, je ne sais plus c'est quoi son nom de famille. C'est un livre bleu, Ellen Welteroth, je pense. Et c'est une... non, mais je pense que je l'avais vu partager, Jamila, c'est pour ça aussi. Ah, ok. Ah oui, je vois bleu. You know what? Je me mets en caméra off, micro off, je vais le chercher puis j'arrive. Mais continue à parler. Mais en fait, j'ai vraiment aimé ce livre parce qu'en fait, c'est une... elle raconte son parcours justement de quelqu'un qui était dans une carrière d'artiste en fait et qui a fait un shift vers quelque chose d'autre. Je pense qu'elle a été chef éditrice chez Vogue ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus vraiment. Genre, j'essaie de penser rapidement, mais elle explique comment elle a fait son switch et comment elle est partie de là d'une opportunité qui était vraiment grosse pour elle. Voilà, c'est ça. More than enough. Et j'ai vraiment, vraiment aimé ce livre. Je l'ai lu, je pense, en genre quelques jours. Ça m'a vraiment inspiré. Malgré que c'est pas le même parcours, je trouve que ça parle à beaucoup de gens, justement, que ce soit en entrepreneuriat ou peu importe, de vraiment pas avoir peur de vraiment suivre son instinct et de si tu as envie de changer de carrière ou si tu as envie de faire d'autres choses ou peu importe, vraiment de comme go for it. Puis elle donne des super bons conseils. It's super fun to read, basically. So, ça serait ça mon top of my head. Ça serait c'est un excellent livre pour le coup. Puis merci d'avoir dit. En fait, c'est moi qui l'ai partagé en story. Mais comme tu l'as très bien dit, c'est un livre incroyable parce que elle parle de justement comment naviguer des espaces difficiles en étant justement la première femme noire, admettons, dans des espaces hyper prestigieux. Puis on touche encore une fois au monde des arts. Donc, c'est juste génial. Anna. Oui, j'ai pas encore lu ce livre, mais ça fait longtemps que je la suis depuis qu'elle était à Teen Vogue et j'aime qu'elle est très vulnérable. Ouais. Elle donne beaucoup de conseils. Donc, suivez-la puis allez voir un peu ses anciens posts, allez lire, allez écouter ses podcasts qu'elle a fait dans le passé. Elle donne vraiment comme des bons... Elle a vraiment des bonnes ressources et des bons outils, je trouve. Moi, j'ai beaucoup de livres. Le premier qui me vient en tête, puis je sais que tout le monde va dire encore ce nom-là, mais c'est Adrienne Murray Brown, c'est Emergent Strategy. Donc, c'est pas vraiment un livre que tu peux... C'est pas vraiment axé sur les arts et la culture, mais c'est plus sur le développement personnel, puis comment justement travailler avec la communauté, comment être intentionnel, comment avoir justement utilisé la mentalité d'abondance. Je trouve que c'est un excellent livre que tout le monde devrait lire, en fait. Très facile à lire. Donc ça, c'est un livre que je suggère. Sinon, un de mes podcasts préférés, c'est, je pense que je sais pas qui j'ai partagé, je me souviens plus si c'est à Caraba ou à Jamila, mais The Butterfly Forecast, c'est de Mélodie Essani. Donc, Mélodie Essani, c'est une creative director, je pense qu'elle travaille en ce moment pour Foot Locker Global. Et elle a aussi sa propre marque de vêtements Mélodie Essani. Donc, moi, j'ai connu à LA. Mais elle a un podcast et c'est tellement bon, comme, je sais même pas comment expliquer, mais elle parle un peu de justement, elle parle avec une dame qui est, puis je sais même pas comment expliquer qu'est-ce qu'elle fait, mais selon moi, elle m'a l'air d'être dans la spiritualité ou, je sais pas trop, mais les entendre les deux avoir des conversations sur juste plein de questions random, sur comment on est soi-même, sur nos émotions, sur comme tout ce qui touche l'être humain. Je trouve que c'est comme selon moi, c'est un des meilleurs podcasts. Ils ont souvent une invitée, donc ils sont souvent 3 personnes à discuter d'un sujet, puis ils vont vraiment deep dans leur conversation. Et des fois, tu vas écouter, puis tu vas être comme, OK, je ne sais pas de quoi on parle, mais je vais aller faire mes recherches. Et c'est les recherches après qui sont vraiment intéressantes. Donc, je dirais que comme, tu sais, des fois, c'est pas juste un livre, un podcast, une émission, mais des fois, pour ma part, tout m'inspire. Je pense qu'en agriculture, il faut quand même élargir nos horizons. Puis moi, j'aime ça aller même regarder des podcasts sur écouter des podcasts sur la technologie, ou voir c'est quoi qui se passe dans des nouvelles en Asie. Comme juste ça, je pense que c'est important, puis ça fait de nous que comme on est un peu plus aware de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Puis on regarde pas trop les nouvelles que justement notre algorithme veut qu'on regarde. Fait que je dirais ça comme ça, mais comme c'est ça mon premier, puis je pense que je pourrais vous envoyer le lien. En fait, Saoudia, qui est RH de CSPORA, fait un énorme travail en ce moment à nous mettre tous les liens, Spotify, Amazon en commentaire en ce moment. Pas besoin d'envoyer de liens, comme on a juste à cliquer dessus, puis on aura toutes les recommandations de livres, tout ça. Donc, merci beaucoup, Saoudia. Puis peut-être un dernier livre, c'est Black Imagination. Black Imagination, ça vaut vraiment la peine.
apprécié, mais je le conseille à tout le monde. Et même si tu n'es pas une personne noire, tu devrais le lire. That's it. Voilà. Dernière petite question très rapidement avant qu'on conclue la conversation. Elle est pour toi, Anna. C'est une question qui vient de Queen ici. Désolée si je n'ai pas bien prononcé ton prénom et ton nom. Question pour Joanna. Peux-tu élaborer entre avoir une poker face et quand quelqu'un se dit « fake it until you make it » ? Oh, OK, ben, oh, j'aime ça. Ben, moi, j'ai fake it till I make it toute ma vie, puis je suis ici, donc clairement, ça a fonctionné quelque part. La différence d'un poker face, c'est vraiment, je pense que quand j'utilise le terme poker face, c'est vraiment quand que je vais dans des espaces, puis je suis pas juste ma propre personne. Comme je suis pas à 100% moi, donc je restreins un peu qui je suis. Fait que c'est dans ce contexte-là, j'ai dit, mais fake it till you make it. Je sais que les gens aiment pas utiliser ce terme, mais moi, j'adore ce terme. I mean, pour moi, comme je pense qu'on peut faire tout qu'est-ce qu'on veut. Clairement, moi puis Karaba, je vais te mettre Karaba dedans, je ne vais pas parler pour toi, mais je pense qu'on est les meilleurs où ce qu'on est aujourd'hui, parce que sinon, on ne serait pas là, puis on ne serait pas là en train de partager nos expériences. Et pour moi, c'est ma phrase, parce que genre, si les gens, puis c'est pour ça que je dis, j'aimerais ça parler un peu plus, mais comme mon background fait que même moi, des fois, je me regarde, puis je sais pas comment je suis arrivée là, mais c'est vraiment cette phrase-là, genre, je vis vers cette phrase. Je sais pas qui est d'accord, mais ça, c'est vraiment mon opinion à moi. Je sais pas si Karaba voulait ajouter. Ben non, mais je suis totalement d'accord parce qu'on n'avait pas de blueprint. Il n'y avait pas de brouillon vraiment. Tu comprends? Fait que oui, fake it till you make it, je pense. Moi, je le vois vraiment pas comme a bad thing either. Je trouve que justement, c'est au contraire très positif. Puis, c'est pas aller à l'extrême, obviously, mais je pense qu'il y a beaucoup de moments dans nos carrières respectives où est-ce qu'on a juste dû se lancer dans quelque chose qu'on n'avait aucune idée de comment naviguer, comment être. Puis on s'est juste dit, you know what, I'll just fake it. I'll just show up and figure it out. Et je trouve que c'est toujours, moi je pense que c'est un bon motto to go about. C'est juste de trouver, c'est comme n'importe quoi, il faut juste trouver ta limite et pas aller à l'extrême, mais de live by this, I think ça a toujours un bon outcome. Ouais. Et on a un petit message, c'est pas vraiment une question, de Gaëlle B. Je voulais simplement partager avec Karaba que son expérience et son art sont importants. Je suis moi-même danseuse et ma famille évolue énormément dans la musique. Ma fille de 5 ans la trouve tellement cool et inspirante qu'elle se déguise en DJ pour l'Halloween. By the way, Délivrance is her go-to song. Son style est grave unique et je suis heureuse de voir son évolution et son impact. More power to you too. Merci beaucoup. C'est super. Donc, vraiment, merci mesdames pour ce moment qu'on a partagé ensemble. Merci pour vos conseils, vos recommandations. Merci d'avoir partagé avec nous un bout de votre parcours. Je n'ai pas pris des notes pour cette conférence, mais j'ai take it all in literally. Pour le coup, j'ai beaucoup appris à vos côtés. Je suis certaine que les participantes ont également appris. Encore une fois, merci pour votre temps, pour votre belle énergie. Et on se dit à très vite hors ligne cette fois. Merci. Merci tout le monde.